Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je reçois Swazik Michelot pour parler de la pleine conscience. Avec Swazik, on s'est rencontrés lorsque j'ai suivi un cycle MBSR avec elle et il était évident pour moi de la recevoir pour parler de ce sujet et aussi de son livre Méditer à travers l'art. Swazik Michelot pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Elle enseigne à plein temps depuis plus de 10 ans. Avant de découvrir les approches laïques de pleine conscience, Swazik apprend à méditer dans le contexte traditionnel du bouddhisme et passe 7 ans à étudier les fondements théoriques et pratiques de la méditation. Touchée par l'accessibilité et la pertinence du programme MBSR, elle se forme progressivement aux approches laïques de pleine conscience et s'engage pleinement dans l'enseignement de la méditation. Consignant valeurs éthiques, rigueur scientifique et engagement social, Swazik s'efforce du mieux possible de transmettre ses approches de façon intègre et elle s'inscrit pour cela dans un processus de formation continue. Également passionnée de littérature, d'art, de cinéma, de sciences humaines, elle partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement de la méditation, la formation continue, le retrait et l'écriture. Bonjour Swazik. Bonjour Réma. Merci beaucoup de m'accorder de ton temps. Ça me fait Avec vraiment très plaisir. plaisir de te recevoir. J'aimerais vraiment passer un peu de temps avec toi pour discuter de ce grand mot qu'on entend assez régulièrement et qui est la pleine conscience. Voilà, Mhm, un vaste mhm. sujet. Et donc, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, j'ai envie de te demander si tu peux nous parler un petit peu de toi et Ouais. comment la méditation est entrée dans ta vie. Alors, la méditation est entrée dans ma vie quand j'avais une vingtaine d'années. Elle est entrée dans ma vie de façon assez simple, c'est-à-dire que j'étais dans une recherche plus ou moins inconsciente, à la fois la recherche de moyens de régulation parce que j'avais un mental très productif avec quand même bac plus 25 en anxiété, enjeux de performance, capacité à générer de l'anxiété, à auto-générer de l'anxiété. Donc d'un côté, si tu veux, il y avait vraiment la recherche de moyens de régulation et aussi de moyens pour accepter un petit peu qui je suis, comme je suis, et composer avec la spécificité, on va dire, de cet être humain-là. Voilà, on me côtoyait le plus habilement possible, on va dire. Et puis d'un autre côté, je suis venue à la méditation parce que je dirais qu'il y avait une recherche de l'ordre du sens, de l'ordre de tiens, comment j'ai envie de m'inscrire dans le monde, à quoi j'ai envie de participer, à quoi je n'ai pas envie de participer. Et donc je suis venue à la méditation avec ces questions sous-jacentes. Et puis après, c'est des histoires de rencontres. Donc je me suis rendue dans un monastère bouddhiste, donc j'avais 20-21 ans, et puis il y a eu cette première fois où on m'a proposé de méditer, et ces premiers instants de pratique méditative ont été vraiment comme une rencontre humaine assez bouleversante, de voir que juste en fermant les yeux et en développant une forme d'attention, de contact avec son expérience sensible, en fait, j'étais face à un champ d'exploration infini, et pourtant très simple, puisque ça consistait juste à un mouvement finalement qui est presque imperceptible, mais qui est assez radical, qui est de tourner le regard vers l'intérieur. Et voilà, et la première fois que j'ai médité, j'ai eu ce sentiment comme si quelque chose en moi disait tiens, ça y est, je suis arrivée, je suis arrivée au bon endroit. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. La première fois que tu as médité, c'était dans un Mm. monastère. Absolument, j'étais dans un monastère bouddhiste. Pour recontextualiser, ça nous place dans les années 2000, où les approches qu'on appelle aujourd'hui les approches laïques de pleine conscience, elles existaient, mais elles n'avaient pas traversé l'Atlantique. Et donc, pour apprendre à méditer il y a 20 ans, il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités que se tourner vers les traditions contemplatives bouddhistes. Est-ce que tu avais cette intention de méditer quand tu es arrivée au monastère? Tu voulais découvrir la méditation? Pas du tout. D'accord. Tu Pas t'es du tout. baladée, tu Non, es mais tombée sur un monastère. si tu veux, il y avait une recherche évidente, mais tu sais, c'est souvent après qu'il y a quelque chose, une espèce de cohérence qui s'installe. Je dirais qu'il y avait une recherche de compréhension de comment ça marche un humain,
mieux comprendre les fonctionnements émotionnels, mieux comprendre pourquoi le monde tourne pas très rond, même carrément carré, on va dire. Et puis, de rencontre en rencontre, d'exploration en exploration, de livre en livre, de film en film, de peinture en peinture, de s'intéresser à des parcours de vie. La méditation, le bouddhisme ressortaient de partout, notamment dans la poésie, qui a beaucoup compté pour moi, la poésie japonaise, le haïku en particulier, qui témoignait d'un autre rapport au monde. Et donc, j'avais une vraie attirance. Et puis cette attirance, cette recherche m'a conduit assez naturellement dans un monastère. Donc, j'avais pas explicitement l'intention de méditer tel qu'on l'entend tout de suite, mais j'avais quand même une recherche qui était quand même assez explicite. Et donc, tu es restée dans ce monastère? J'y suis restée 7 ans. J'ai passé 7 ans dans ce monastère, 7 ans pendant lesquels j'ai appris à méditer, mais appris enfin, j'ai aussi étudié, puisque la méditation, traditionnellement, elle s'inscrit dans tout un corpus qui est immense de connaissances et d'enseignements de la psychologie bouddhiste. Et donc, j'ai étudié, j'ai appris à lire le tibétain des textes, j'ai appris, si tu veux, à la fois de l'étude à un niveau plutôt cognitif et puis intellectuel, et puis vraiment de l'étude par l'expérience, puisqu'on est dans des traditions où l'expérience prime sur la connaissance. Et donc oui, 7 ans d'études, en fait, avec le recul, je me dis, tiens, mais en fait, j'ai fait 7 ans d'études, mais à l'époque, je le vivais pas comme ça, tu vois, c'était simplement ce qui s'offrait à moi, ce qui faisait sens. Et dans ces 7 ans, j'ai passé 3 ans, alors comme ça de l'extérieur, ce qui est un peu impressionnant, mais ce qui n'avait absolument rien d'impressionnant en le faisant, j'ai passé 3 ans dans ce qu'on appelle une retraite traditionnelle. Ces retraites traditionnelles qui, initialement, sont destinées aux futurs lamas. Heu et donc cette proposition de méditer et d'étudier pendant 3 ans. Et donc pendant 3 ans, j'étais en retraite de méditation avec 14 autres personnes. Et c'était une retraite assez stricte, puisque pendant 3 ans, j'ai été coupée du monde. Voilà. Et alors justement, cette reconnexion au monde, elle se passe comment quand on passe 3 ans déconnecté? Ben, en fait, pour qu'il y ait reconnexion, il faudrait qu'il y ait déconnexion. Et moi, je l'ai pas du tout vécu comme une déconnexion, c'est-à-dire que c'est un petit peu tous les paradoxes de la pratique de la méditation. C'est vrai pour une retraite de 3 ans, mais c'est vrai pour une session de 20 minutes. C'est qu'il y a un moment où effectivement il y a comme ça un retrait apparent, mais c'est un retrait qui est très connecté. C'est-à-dire que quand on pratique la méditation, on est encore plus en lien avec le monde qui nous entoure, et c'est parfois en ne s'arrêtant pas et en ayant une vie faite de plein d'automatismes d'action qu'on est déconnecté, justement. Donc moi, je n'ai jamais vécu cette expérience comme une déconnexion. Au contraire, je ne sais pas s'il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai été plus sensible aux autres et au monde qui nous entoure. J'ai pas vécu de déconnexion, j'ai plutôt vécu une fluidité et un changement dans la forme de l'engagement, c'est-à-dire une forme où effectivement j'ai vécu dans une tradition, dans un monastère, dans une retraite assez stricte. Mais que ça soit dans cette forme-là ou dans la forme que je vis aujourd'hui, je suis maman, j'ai une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec un job, mais pour moi, l'intention sous-jacente, c'est la même. Donc, je l'ai vécu comme une fluidité. J'ai pris quelques chocs technologiques, parce que je j'ai pas vu émerger l'apparition des smartphones, tu vois. Le coût de la vie s'est pris une claque en 3 ans. Tout ça, voilà, et bien entendu qu'il y a eu quelques chocs, mais après, l'état du monde que j'ai laissé 3 ans avant, c'est-à-dire un état catastrophique, c'était le même 3 ans après. C'est ça qui est intéressant finalement, c'est que j'entends, hein, ce que tu veux dire par connexion et reconnexion. Mmh. Et en fait, les exemples que tu as donnés, c'est ce que j'avais en tête, c'est plutôt le bruit du monde, en fait. Tu vois, quand tu es en Mmh. retrait, tout d'un coup, retourner dans une énergie très citadine, très, Mmh. voilà, agitée, envahissante, tu vois? Donc, si c'est Mmh. quelque chose finalement auquel tu te prépares, ou est-ce que c'est quelque chose que tu Bah, accueilles? en fait, on s'y prépare, parce que toute la pratique, elle parle que de ça. En fait, la pratique de la méditation, contrairement un peu au poncif,
elle nous invite pas au calme, elle nous invite à accueillir le bordel en fait. Euh, Ouais, le bordel que c'est que d'être un humain. Ça invite à... Comme ça, il y a souvent cette idée de se mettre dans une bulle, mais en fait, méditer, c'est accepter d'être dérangé. C'est accepter d'être dérangé tout le temps. Et en fait, dans la vie, on est dérangé tout le temps. ouais, Et a c'est vrai. priori, ça va pas s'arrêter. Non, mais parce que c'est le cours naturel de l'existence, en fait, qui est très impermanent et où on va voilà, d'événements plus ou moins imprévisibles, de changement en changement, de rupture en rupture, de nouveaux challenges en nouveaux challenges. Et en fait, méditer, c'est une quête de calme dans le sens où, pas de calme parce qu'il n'y a plus de galère, de calme dans le sens où c'est vraiment la pleine acceptation du chaos. Donc, si tu veux, non, il n'y a pas de préparation parce que toute la méditation est une préparation. Toute la pratique de la méditation est une préparation à accueillir la diversité des formes du chaos. Et puis, il y a aussi beaucoup de représentations. Si tu veux, quand j'étais en retraite de 3 ans, par exemple, certes, j'étais à la campagne, dans un milieu relativement protégé, ça c'est évident. Et en même temps, la vie de l'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas calme du tout. Il suffit de s'asseoir pour méditer 5 minutes pour voir que toutes les attentes de quiétude qu'on a, ben, en fait, quand on médite un petit peu assidûment, on rencontre de l'agitation, on rencontre de la turbulence, on rencontre de l'ego, on rencontre des résistances. Et donc, ça n'a de calme que l'apparence. C'est Et vrai, tu vois, le mot. bah ouais, et donc du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas vécu comme une rupture, je l'ai vécu comme une continuité. Alors je sais que c'est toujours un petit peu surprenant de dire ça, mais c'est la façon dont j'ai vécu les choses. Tu le retranscris très bien. Tu as commencé à méditer dans ce contexte traditionnel du bouddhisme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous donner vraiment les fondements de la méditation traditionnelle bouddhiste? Alors ça va être chaud, tu as 30 Ouais. minutes, Monique. Non, c'est bon, t'as 3 heures. Non, je rigole. Écoute, les fondements traditionnels du bouddhisme, je dirais que c'est de traverser cette vie de la façon la plus gracieuse possible. Mais ce que j'entends par gracieux, c'est assez précis, c'est-à-dire de générer le moins de causes de souffrance possible. Voilà. Et donc les fondements éthiques, c'est cela. Ça va sans dire que c'est impossible. puisque traverser une vie sans générer de souffrance, c'est compliqué. Enfin, ne serait-ce que existant, on a une empreinte carbone, quoi, qu'on le veuille ou non. Mais de voir tous les endroits où il y a une marge d'action pour essayer de contribuer à ce monde, je dirais, en générant le moins de causes de souffrance possible, pour soi-même, pour autrui, pour l'environnement. Et donc après, ça c'est l'intention de fond. Et après, il y a tout un ensemble de moyens qui favorisent, et la méditation en fait partie. Voilà, et comment je pourrais te présenter les choses autrement, de s'engager dans une vie dans laquelle on essaierait le moins possible se faire embarquer par la violence. Mais c'est un challenge. Parce que ça veut dire forcément de venir rencontrer sa propre violence. Et dans un humain, en tous les cas, moi, si je parle à la première personne, il y en a de la violence, à plein d'égards. Il y a de la violence, il y a de la colère, il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de l'intolérance, sous plein de formes. Donc c'est vraiment venir s'asseoir auprès de ce qu'on pourrait nommer les racines de la souffrance, parce que les racines de la souffrance, elles sont en chacun de nous, en fait. Donc voilà, c'est ça un petit peu les fondements. Oui, sacré challenge. Mais d'ailleurs, parfois, je me dis, donc, en fait, on a quand même créé des fondements quasi impossibles à appliquer. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer, quoi. Mais comme tu dis, c'est un sacré challenge, hein. Et c'est de plus en plus challengeant parfois. Donc, Ouais, c'est de plus en plus challengeant, ça je te rejoins complètement. Et en même temps, c'est pas des grands plans sur la comète. C'est-à-dire que ça nous invite à une pratique quotidienne et à des réflexions et des actions ou des non-actions très incarnées. C'est-à-dire, là,
dans la journée qui s'offre à moi, comment je réagis à tel événement et tel événement qui vont se présenter sur mon chemin, et quelle est la parole que je vais dire ou que je vais suspendre, parce que en fait cette parole est-elle bénéfique, et est-ce que j'ai la possibilité d'avoir un petit espace entre le stimulus et la réponse, pour voir si je m'engage ou je m'engage pas dans cette parole aujourd'hui, je m'engage ou je m'engage pas dans cette façon de consommer, je m'engage ou je m'engage pas dans cette façon d'avoir un job, d'avoir tu vois, qu'est-ce que je cultive, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je nourris pas. C'est quand même des choses très concrètes. Et il y a une vraie marge d'action. J'ai même du coup envie de te demander finalement comment trouver le calme dans le chaos à travers la méditation. C'est-à-dire que, tu vois, émotionnellement, ouais, enfin, tu vois ce Bah, que je veux dire. je pense que ma réponse va être complètement insatisfaisante. C'est-à-dire que je pense que la meilleure façon de trouver le calme, c'est d'arrêter de le chercher. Le lâcher prise. Et que peut-être que chercher le calme, et tout ce que ça sous-entend, chercher le calme ou chercher de la stabilité, ou chercher du confort, ou chercher du bonheur, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, moi, je peux me relier à cette recherche-là. Et en même temps, parfois, c'est la quête même qui rajoute de l'attention parce que ça génère une attente. Moi, j'entends souvent, et même parfois, je me dis, putain, mais ça pourrait pas se calmer un peu? Il pourrait pas Ouais. y avoir un petit moment de relâchement où en fait il n'y a pas des nouvelles situations, des nouveaux challenges, des nouveaux défis, des nouvelles mauvaises nouvelles, et ainsi de suite. Et en fait, moi, quand j'observe le réel, et c'est ce que j'ai appris dans la tradition, c'est que en fait, ça s'arrête pas. Et là, comme ça, pour partager des tout petits événements de vie, j'ai eu un petit small talk avec mes parents hier soir, tu vois, par exemple. Mes parents sont âgés, ils me disaient, Soisy, que c'est terrible. Toutes les semaines, on apprend la mort d'un de nos proches parce qu'ils sont vieux et que c'est le cours naturel des choses. Et en fait, c'était un petit small talk, mais ça avait une profondeur immense pour moi parce que je me suis dit, waouh, en vieillissant, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter parce que, bah ouais, on va perdre nos proches, les moins proches, tout ce qui a constitué l'environnement d'une vie, tout ce à quoi on s'est attaché, identifié, tous nos repères. C'est écrit nulle part que ça va mieux se passer après. Ah non, il n'y a aucune garantie. Ça, Voilà. Et c'est donc vrai, en c'est fait, certain. cette attente de calme, c'est plus on la pose, plus on signe pour de la déconvenue. Et c'est ça que nous apprend la méditation, c'est à réouvrir à chaque fois qu'il y a à nouveau une crispation autour d'une attente que les choses se calment, que les choses soient calmes. En fait, on génère un mouvement de fermeture. Et ce mouvement de fermeture, il rajoute une petite couche de souffrance parce qu'il va nécessairement générer une déception. Donc, je ne sais pas comment répondre à ta question. C'est vraiment presque la méditation, elle nous invite à dire un grand oui. Un grand oui à la vie comme elle est. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mener certaines actions, qu'on ne va pas s'engager dans tel assaut, qu'on ne va pas aider les réfugiés, ou qu'on ne va pas aller donner son sang à gauche ou à droite, ou je sais pas quoi d'autre. Bien sûr, on va faire tout ce qui est possible. Euh, et en même temps, c'est générer une espèce de grand oui inconditionnel, euh, de réouvrir à chaque fois qu'on a dit non. Bah non, je veux pas que la vie se passe comme ça. En fait, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça change pas grand-chose. Donc c'est vraiment ce qui offre, je dirais, des petits terrains de quiétude dans le chaos, c'est d'accueillir. Arrête-moi si je me trompe, mais la manière dont je le ressens à travers tes mots, c'est arrêter de créer de la résistance émotionnelle aussi. Exactement, c'est exactement ça, d'arrêter. Mais le truc, c'est pour ça que la méditation, c'est une pratique et que c'est un entraînement. C'est que tu as employé le mot accepter, c'est ça? Ouais, mais accepter, c'est pas parce qu'on a accepté un jour qu'on a accepté le lendemain. Et c'est pour ça que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. En sanskrit, c'est vraiment la définition. Et s'il y a cet entraînement, s'il y a cette répétition, c'est parce que ça s'ouvre et ça se contracte. Ça s'ouvre et ça se contracte. Et la pratique de la méditation, elle est là un petit peu comme une pratique de décontraction, tu vois. Et voilà, c'est en ça que l'entraînement, il est très supportant, enfin, qui nous soutient. Et, ouais, c'est exactement ça. C'est quand même profondément une pratique d'acceptation qui n'a aucune dichotomie
avec le fait qu'il y a des choses pour lesquelles on va se battre. On va se battre pour que, je sais pas, que si on peut ralentir un tout petit peu le réchauffement climatique, ça vaut peut-être le coup de mener cette quête, bien que désespérée. On va quand même, voilà, tant que ça peut protéger, tant que ça peut repousser les causes de souffrance, on va faire tout ce qui est possible. Pratiquer l'acceptation, ça veut pas non plus dire qu'on est d'accord. Enfin, je veux dire, accepter une situation, on peut par exemple accepter le sentiment, se dire ok, la situation est ce qu'elle est, pour mieux la vivre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ne pas se dire pour autant que bon, oui, d'accord, c'est comme ça, il n'y a pas de solution. Ouais. Je sais pas, je peux essayer de donner un exemple, mais souvent, moi, ce à quoi je suis confrontée, par exemple, quand j'instruis la pleine conscience à l'hôpital avec des patients qui sont touchés par des maladies assez graves, enfin, voire graves, tout court. Ce que nous dit l'acceptation, c'est que il y a un endroit du refus, par exemple, du refus de la maladie, pour reprendre cet exemple, et ce refus, ce sentiment d'injustice, il est tellement compréhensible, mais il y a un endroit où accepter que, par exemple, la maladie fait partie de mon expérience de vie, finalement, c'est un gain de temps. Parce que toute l'énergie qu'on met dans la lutte, qu'on va mettre dans le refus, et dans le fait de cultiver un sentiment d'injustice, en fait, on le met pas dans le soin. On le met pas dans la vie. Et donc, quelque part, c'est se réapproprier une expérience en disant, ok, bon, la maladie fait partie de mon expérience. Qu'est-ce qui se passe au moment où, fondamentalement, jour après jour, j'accepte que je suis touchée par la maladie, ou que je suis touchée par la dépression, ou que j'ai vécu tel ou tel événement de vie. Ça ne veut pas dire que j'en suis content ou contente. Mais ça veut dire qu'il y a un moment, il y a une acceptation fondamentale de la situation, et que cette acceptation, en fait, elle donne des ressources pour mieux faire face. Et du coup, on va retrouver ou regagner une petite part d'énergie, peut-être pour se soigner davantage, pour lutter contre, je ne sais pas, telle ou telle cause qui nous tient à cœur. T'es là, Rime ? Oui, je t'entends, je t'écoute. C'est juste que je coupe parce que pour vivre la pleine conscience comme on le fait, là, j'ai des travaux au-dessus dans tous les sens. J'entends, mais tu sais... Et donc, je coupe mon micro de temps en temps pour limiter. Tu sais, ça parle tellement du sujet. Mais tellement, parce que du coup, je t'écoute attentivement et en même temps, j'entends le truc et je me dis non, je suis avec Swazik. Ben ouais, on est dérangé et c'est la vie. Moi, j'ai même envie de te dire, mais laisse. C'est pour ça, tu sais, je t'entends et je coupe mon micro en me disant non mais ça, je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir faire grand chose. C'est tous ces éléments. En fait, à quel endroit on a la main, c'est ça que la pratique de la méditation. Oh là là, ouais. Ce qu'elle nous invite à regarder, c'est où est-ce que j'ai la main et où est-ce que je l'ai pas. Et bon, à moins que tu ailles voir les gens qui font des travaux, a priori, tu n'as pas la main. Non. Et le plus drôle, c'est qu'au début, c'était que la perceuse. Et là, il y a perceuse et marteau. Je suis allez-y, concerto, les gars. Je vous en prie. Rajoute. Appelez vos potes. Et du coup, ça illustre assez bien la conversation parce que tu vois, on peut se mettre à être vénère et à s'énerver contre la situation. Et puis, on peut se dire aussi là, c'est une expérience pour nous, puis c'est une expérience pour les auditeurs. En fait, là, on n'a pas la main. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on se dit c'est OK ? C'est OK. Ce podcast sera avec Concerto pour Marteau Piqueur. Et peut-être qu'on peut, tu vois, regagner, ça n'empêche pas que c'est désagréable, mais peut-être ça peut nous permettre de regagner une toute petite part de confort. Ouais, j'avoue que ça se prête très bien. Là, franchement, le timing est parfait. Donc, tu vois, il ne s'agit pas, pour répondre à ta question, il ne s'agit pas d'être d'accord. C'est pas ça la question. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec le marteau-piqueur. En fait, c'est juste que, d'accord ou pas d'accord, il est là. Mais c'est comme dans la vie. Et là, par contre, là où on a un petit choix, c'est on a le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. On a le choix de passer 15 minutes à parler des boules qu'on a sur le marteau-piqueur, ou de se dire, ok, ça fait partie du moment, qu'est-ce qui se passe si j'accepte cette composante ? Et ça rend pas la situation, ça change pas la situation, mais ça nous permet de gagner une toute petite marge, au moins d'humour. Oui, c'est ça.
J'avoue. Et ça parle de la méditation. Ça parle de la vie. Complètement. Bon, écoute, alors maintenant justement que tu nous as expliqué ce qu'était l'approche bouddhiste, est-ce qu'on peut parler de l'approche laïque? En fait, je voulais faire un peu le parallèle entre les deux. Approche laïque de pleine conscience, c'est ce qu'on appelle majoritairement ce qui vient de John Kabat-Zinn. Et donc la création du programme MBSR, le programme MBSR étant un cursus d'apprentissage de la pratique de la méditation, donc de façon laïque, c'est-à-dire sans rattachement spirituel, encore moins religieux. Donc quand on parle des approches laïques de pleine conscience, on parle quand même principalement de ce qu'a généré John Kabat-Zinn. Après, pour élargir un petit peu la discussion, il y a quand même plein de méditants et de chercheurs qui sont, depuis à peu près les années 80, qui sont intéressés à la pratique de la méditation et à la façon de la transmettre à un public qui n'a pas forcément d'attirance pour une voie spirituelle. Donc, il y a souvent des époques où on se rend compte avec un peu de recul que plusieurs personnes travaillaient sur la même chose. Donc que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y avait vraiment cette recherche de rendre accessible et non religieuse la pratique de la méditation. Mais à ma connaissance, quand on parle d'approche laïque, on parle de l'approche qui a été initiée par John Kabat-Zinn. Alors maintenant qu'on a quand même bien planté le contexte, on va pouvoir, je pense, en venir à la pleine conscience en elle-même. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi tu définis la pleine conscience et quelles sont les notions importantes à retenir autour de ces deux mots? Si tu veux, la pleine conscience, le définir, c'est je crois que ça me tient à cœur de dire ça. Le définir, c'est très compliqué. Personnellement, après 20 ans de pratique, ça reste la question pour moi la plus complexe. Quand on me dit, Swazik, qu'est-ce que tu peux définir la pleine conscience? Parce que on peut la définir par plein de portes d'entrée différentes, et donc il faudrait une multitude de définitions. D'autant que finalement, c'est surtout quelque chose qui s'expérimente, plus qu'une définition théorique. Et je vais faire une comparaison. On peut parler pendant 4 heures du goût du chocolat. Ça ne nous donnera toujours pas l'expérience du goût du chocolat. Et en fait, dans la pratique de la méditation, on est un petit peu sur cette même problématique. Voilà. Alors après, pour donner quelques couleurs, c'est un art de la présence. C'est un art de la présence c'est venir s'asseoir à ses propres côtés, de venir écouter son expérience mentale, cognitive, plus ou moins confuse, plus ou moins active. C'est venir s'asseoir aux côtés de son état émotionnel, là aussi plus ou moins confus, le cœur plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé, voire où il y a des contractions, où il y a des ouvertures. C'est venir s'asseoir à côté du corps et de tout ce champ de la proprioception. En fait, de plus en plus, moi j'aime définir la pratique de la pleine conscience comme un art de la relation. Un art de la relation à soi, au monde, à l'autre, à l'environnement. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une pratique qui est profondément relationnelle, qui vient profondément prendre soin des relations à nos corps, des relations à notre monde sensible, des relations de ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est-à-dire le fait qu'on est tous interreliés, et interreliés entre nous, les humains, mais avec tout notre environnement. Et donc, c'est aujourd'hui, la façon dont j'aime le définir, c'est que c'est un art de la relation. Ah, c'est joli, un art de la relation. Quand je t'écoute, on s'observe soi-même, on observe son mental, on observe ses émotions, le tout sans jugement, bien évidemment, je suppose. Tout à fait. Comment ça nous amène à une évolution dans la relation, justement, cette observation sans aucun agissement?
Euh, alors déjà, quand on pratique la méditation, effectivement, on est tout seul. Enfin, je veux dire, c'est une pratique c'est un art de soi à soi, dans un premier temps. Mais je ne sais pas quelle est ton expérience, Rim, mais quand on s'assoit pour méditer, on n'est pas tout seul. En fait, on est 47 dans la tête. Oui. On va croiser dans la méditation, on va croiser notre père, notre mère, notre pote, nos amis, nos ennemis. Tout ça s'élève dans l'esprit. Et donc, là où il y a un premier art de la relation, c'est de regarder, quand on observe justement les pensées, qu'on observe l'esprit, c'est de voir qu'en fait, on est constamment en discussion, tu vois, invisible dans nos têtes avec le monde qui nous entoure. Et donc, c'est déjà venir observer ça, des fois clarifier, mettre de la clarté sur ce qui est en train de se passer. Ouais. Alors ça, je te rejoins complètement. Parce que pour le coup, dans ma pratique, souvent, j'ai tendance à me... Maintenant, c'était pas comme ça au début, mais j'ai tendance maintenant à me poser justement quand ça s'agit de trop. Tu vois, un peu comme quand t'es, je sais pas, dans une rivière et tu vois que la boue et tu veux voir tes pieds, quoi. Il y a un moment, il faut que tu arrêtes de marcher pour que ça Carrément, se c'est dépose. exactement ça. C'est Et du coup, exactement, ouais, voilà. cette image est top. Voilà. Et Cette du coup, image c'est est ça. top. C'est que tout d'un coup, je me reconcentre uniquement sur ma respiration pour calmer le Mm. mental et n'entendre que l'essentiel. Laisser émerger l'essentiel. Exactement, Tu vois? exactement. Et tout d'un coup, tes pieds réapparaissent et tu sais C'est où ça. tu vas poser le pied d'après. C'est ça. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que faire ça, en réalité, on pourrait avoir l'impression que c'est passif, mais en réalité, c'est proactif. C'est proactif parce que dans la pratique de la méditation, euh, c'est un petit peu comme si de la boue venait se déposer au fond d'un verre d'eau parce qu'on arrête de touiller la boue, tu vois. Et de cette clarté va émerger des solutions assez naturelles. Moi, je voudrais donner des exemples de ma vie quotidienne, par exemple, de maman. Ben, par exemple, parfois, éducativement, je me rends compte que, je sais pas, je suis trop réactive ou je vais monter le ton trop souvent, tu vois, par exemple. Et j'ai des situations qui apparaissent dans la pratique de la méditation, évidemment. Et tout d'un coup, je me dis, ah, mais en fait, je retrouve de la clarté et je vois, ah, c'est pas la bonne façon de réagir. Et j'ai rien eu à faire, ça s'est fait tout seul, mais c'est juste que le coup d'après, ben, je vais avoir une chance d'être moins réactive dans la vie, dans le courant quotidien de la vie. J'appelle ça les flash infos, moi. Ouais, exactement, c'est des flash infos. Et du coup, peut-être que plutôt que d'avoir été réactive 5 fois sur 5, bah, peut-être je vais être réactive 2 fois sur 5. Bah, j'ai envie de te dire que la méditation, bah, c'est toujours 3 coups de gagné, quoi, tu vois. Et c'est en ça que c'est très concret et que c'est proactif, c'est-à-dire que la méditation, j'aime vraiment beaucoup ton image, le fait de s'arrêter, ça vient clarifier plein de choses. Et en fait, ce temps d'arrêt, ce temps de retour vers soi, il est constamment interrelié aux autres. Et donc finalement, c'est un retour sur soi, mais paradoxalement qui est hétérocentré. Hétéro dans le sens de tourner vers l'autre. Hein. Il n'y a pas de connotation de genre. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on ne dit pas assez souvent, mais c'est vraiment dans ce soin constant de l'interrelation, et ça va nous permettre de poser des gestes plus éclairés. Oui, parce que est-ce que tu veux dire que justement le fait de passer ce temps avec soi, comme on y voit plus clair, on réagit, bah, Exactement. peut-être pas mieux, mais différemment. Et parfois mieux. Et parfois mieux. Voilà. En tous les cas, c'est le pari de la pratique de la méditation, c'est de voir si là, tiens, est-ce que je peux suspendre un automatisme à gauche ou à droite, ou une réaction stéréotypée, une réaction impulsive, une réaction violente. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce mouvement qui est a priori passif, en réalité, il a des répercussions concrètes. La pratique de la méditation, très souvent, c'est prendre conscience de certains de nos comportements, certaines de nos réactions plus ou moins adéquates. Ça ne veut pas dire que parce qu'on en a conscience, que forcément le coup d'après, on va pouvoir immédiatement agir avec plus de fluidité. Et ce qui se passe souvent, c'est que comme il y a un petit peu plus de clarté, il y a cette zone où c'est très inconfortable parce qu'on se voit répéter des schémas. C'est Et ça, ça, c'est ouais. un petit peu un classique de la méditation, c'est-à-dire que on n'a pas forcément la possibilité encore de changer
peut-être certaines compulsions ou certains comportements ou certains stéréotypes mentaux ou comportementaux. Mais le fait qu'il y ait plus de clarté, ben, d'une certaine façon, il y a aussi plus de douleur. Tu vois, parce qu'on voit bien que se reproduit quelque chose qui n'est pas souhaitable. Mais ça fait partie du processus. Je dirais même que c'est un petit peu l'endroit où on entre dans le dur et où ça devient particulièrement intéressant et où probablement ça demande encore plus de persévérance. Mais de persévérance associée à ce qu'on appelle, c'est un grand mot, hein, mais une qualité de compassion ou de douceur aussi vis-à-vis de soi-même. Parce que quand on tombe sur des gros dossiers, il y a certaines choses qui sont très ancrées et ça va prendre du temps. Et par contre, au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure de la douceur, au fur et à mesure de ce mouvement de non-jugement, d'honnêteté, il y a quand même quelque chose qui s'assouplit. Et sur les dossiers, je dirais, les plus sensibles, les plus vulnérables, bien entendu que c'est un accompagnement de soi sur le long terme et qui demande probablement beaucoup de quelque chose comme de l'humilité. Un peu de courage aussi, je pense. Et beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Non, mais je fais exprès de relever un petit peu ce point-là parce que je pense que dans la méditation, il y a aussi beaucoup de fausses croyances, tu vois. Ah, je vais m'asseoir, ça va aller beaucoup mieux. Ah, mais je ne sais pas méditer si j'arrive pas à me calmer, tu vois. Ouais, Alors tout que à fait. finalement, à partir du moment où tu arrives quand même à calmer, on va dire, la production mentale qui parfois peut être excessive, de là vont remonter des informations pas toujours très agréables, mais qui sont finalement une pierre vers l'évolution dans ta relation. Donc parfois, il faut quand même trouver le courage d'avancer, c'est super. Ouais, mais c'est vrai que la pratique de la méditation, elle demande du courage, que parfois c'est plus facile de rester actif, c'est plus facile de faire parfois. C'est ça, c'est que plus d'être. facile même des fois d'aider les autres, même de façon plus ou moins compulsive. Et des fois, c'est plus valorisant que de venir s'asseoir à ses propres côtés et puis de voir ce que c'est un humain tout nu, quoi. Et comme tu dis, hein, d'arrêter de faire surtout. Ouais, d'arrêter de faire, je crois encore plus aujourd'hui, c'est presque un acte militant, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait peur, en fait. Bah, bien sûr, mais à juste titre, hein, à juste titre, parce que ben voilà, l'expérience montre que des fois c'est confortable, des fois c'est inconfortable, et que c'est venir dans une écoute assez inconditionnelle de son expérience. C'est ça qu'on veut dire par non-jugement, c'est on va accueillir tout ce qui est le plus beau, le plus généreux, le plus fluide, et puis on va accueillir aussi ce qui est le plus vulnérable, ce qui est le plus tortueux, ce qui est le plus torturé. Ce qui est le plus défaillant. Et après, il y a vraiment quelque chose qui dans le temps, s'assouplit. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut parler de lâcher prise? Oui, sûrement. Mm. Sûrement. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Et comment est-ce que toi, tu parlerais du lâcher prise? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui veut dire beaucoup de choses et en même temps qui ne résonne pas toujours. Ouais. Donc, comment est-ce que toi, tu parles du lâcher prise? Écoute, assez spontanément, je crois que je ne parle jamais. Dans le sens où je crois que c'est un mot ou un champ lexical dont je me sens pas très proche. Dans le sens où je trouve probablement la définition trop flottante, trop floue, parfois très injonctive. C'est-à-dire il faudrait lâcher prise, tu vois, ça serait un peu le nouveau truc à atteindre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, pour moi, là, il y a un piège. Il y a un piège en fait, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'attente de calme, ou alors l'attente de lâcher prise, qui devient un truc de plus à faire, à atteindre, alors que en fait, probablement le lâcher prise, c'est ce moment où il y a une détente du contrôle, une détente de la volition, du fait de vouloir obtenir. C'est plutôt quelque chose, je dirais, d'auto-émergent, de venir
dans la pratique, par exemple, toucher tous les endroits où je voudrais contrôler. Et finalement, je crois que lâcher prise, ou lâcher le contrôle, en fait, je crois que fondamentalement, c'est voir qu'on n'a jamais eu. C'est de voir que il peut y avoir des illusions de contrôle, mais qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qui est contrôlé. Tu vois, là, tout de suite, alors que je te parle, je ne contrôle pas le renouvellement cellulaire, je ne contrôle pas le fait que la respiration, elle se fait en moi, je ne contrôle pas le fait que mon cœur batte. Tout ça est très... je ne contrôle pas vraiment ce qui va m'arriver cet après-midi. Tu vois, je contrôle très peu de choses. En réalité, on contrôle très peu de choses. Et donc, on en revient toujours au même sujet. Je crois que le lâcher-prise, c'est une forme d'acceptation assez radicale et d'acceptation. Et puis, à nouveau, resserrement. Et puis, à nouveau, acceptation et nouveau resserrement. Ouais. C'est intéressant, c'est la première fois que j'en entends parler comme ça. Et le lâcher prise, j'entends que tu dises, ouais, faudrait pas que ça devienne un peu comme un but à atteindre ou qu'il y ait un enjeu de performance, presque encore un truc à cocher. Et en fait, la manière dont moi je l'entendais aussi, le lâcher prise, c'était finalement une façon de réagir, en fait, ou de ne pas réagir, justement. D'agir, mais pas réagir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire finalement se dire, bon, ok, il y a des choses qui sont ce qu'elles sont. Respire, quoi. C'est bon, lâche. Passe à autre chose. Tu peux rien. Passe à autre chose. Mais en fait, toute la pratique de la méditation, finalement, ça vient beaucoup nous parler de fluidité. Tu vois, c'est peut-être plutôt des mots, plutôt que lâcher prise, avec lesquels je me sentirais peut-être plus à l'aise. Ouais, c'est une pratique qui, au fur et à mesure d'acceptation du chaos, en acceptation du chaos, bah, il y a quelque chose qui s'écoule plus en douceur. Comme on emploie beaucoup ce mot, la méditation, depuis tout à l'heure, savoir méditer, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Je crois que savoir méditer, déjà, ça veut dire savoir s'arrêter, ce qui n'est pas rien, loin de là. C'est savoir s'arrêter de façon confiante, c'est-à-dire pas s'arrêter pour dormir ou pas s'arrêter pour regarder une série sur Netflix, mais s'arrêter pour, encore une fois, venir s'asseoir à ses propres côtés et voir ce qui se passe, voir, tiens, après quoi je cours, jour après jour. Et donc, savoir s'arrêter, je pense que ça serait une bonne définition du sujet. Après, savoir méditer, ça fait partie de ces disciplines où on ne sait jamais, où plus on avance, moins on en sait, en fait. Donc, je peux pas te dire je sais méditer. Je peux te dire je médite, je peux te dire je viens observer ce qui se passe en moi de façon très phénoménologique, sans jugement. Je viens explorer, je viens contempler avec une qualité d'attention douce. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui nous écoutent, qui se disent, bah, justement, si je veux apprendre à méditer, est-ce que je médite bien? Je trouve que ta réponse, elle enlève aussi la pression. Merci pour ta question. Après, une autre façon de répondre, c'est que méditer, ça demande quand même un apprentissage, bien entendu. Ça demande un apprentissage, je dirais, assez sérieux pour bien comprendre ce qu'on fait, pour bien comprendre de quoi il s'agit, pour bien comprendre de quoi il ne s'agit pas, parce qu'il y a beaucoup de confusion avec d'autres domaines. Par exemple, la relaxation, des fois il y a des confusions, il y a des confusions avec la sophrologie, il y a des confusions avec l'hypnose, il y a des confusions avec le fait que ça puisse être une pratique religieuse. Tu vois, il y a plein de choses qui méritent d'être précisées, aussi dans la qualité d'attention qu'on déploie, qui est une qualité d'attention qui demande d'être précisée, parce que c'est pas juste de la concentration. Et donc, ça demande effectivement, ça demande un vrai apprentissage. Et après, toutes les choses simples demandent beaucoup de travail. Et après, c'est juste de développer une qualité de présence finalement qui est très naturelle. Mais ce naturel, il demande d'être, je crois, bien accompagné.
Voilà, donc d'avoir un cadre et justement, c'est ce que permet le Ouais, programme aussi MBSR, quoi, d'avoir un exactement. cadre de méditation et après une fois qu'on a ce cadre et Voilà, apprenons à être d'allier, aussi clément avec ouais, soi-même. exactement. Ouais. Il y a un autre point, que je voulais aborder avec toi, c'est le côté justement scientifique. Parce qu'il y a Mhm. quand même, enfin voilà, la science s'est beaucoup intéressée à la méditation. Il y a Ouais. beaucoup d'études qui montrent justement des activités cérébrales pendant la pratique. Est-ce que tu peux nous Mhm. parler un petit peu de ce que révèlent en fait ces études et du coup aussi, l'un dans l'autre, des bienfaits de la méditation? Écoute, oui, je peux dire juste quelques mots. En fait, il y a 22 000 publications biomédicales publiées sur la méditation ces 20 dernières années. Donc, autant te dire que c'est un sujet qui intéresse beaucoup la recherche, les chercheurs, que ces études, elles montrent des effets bénéfiques par rapport à la dépression, à l'épuisement professionnel ou à la douleur chronique. Il y a des études qui montrent des bienfaits sur le renforcement du système immunitaire, de l'équilibre émotionnel, aussi dans le domaine de l'amélioration des apprentissages. Mais plus globalement, en fait, toutes ces études, elles viennent, enfin, elles coïncident avec des découvertes sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait que le cerveau adulte il continue d'évoluer, de se modifier en fonction de nos expériences. Et voilà, après, je crois que c'est important d'être très humble par rapport à toutes ces recherches parce que les neurosciences, c'est une science très jeune, je veux dire, à l'échelle du temps. Il y a besoin de continuer à faire des efforts, comment te dire, des efforts méthodologiques pour consolider la connaissance. Et donc, on a toutes ces études qui montrent des bienfaits, mais à prendre, je dirais, quand même avec des pincettes, parce que ça va continuer de se préciser, d'avancer, peut-être aussi de montrer certains résultats négatifs ou neutres, hein. C'est important que ça existe, et en même temps, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait, quand il est question de parler de la conscience et de se rapprocher de phénomènes aussi subtils, complexes que toute cette science sur nos émotions et sur la cognition. Donc voilà, je pense que c'est un domaine qui demande aussi beaucoup d'humilité. Et est-ce qu'il existe, des effets négatifs connus? Enfin, ou neutres, hein, d'ailleurs, comme tu Ouais, l'as bah, mentionné? ça se développe en fait de plus en plus ce domaine de recherche, et pour moi, il est super important parce que ça permet quand même déjà d'une part de casser un peu les représentations, parce que en fait, il y a un phénomène de neuromarketing qui s'installe depuis un certain nombre d'années et qui va aller saisir et décontextualiser des études scientifiques pour faire des gros titres, alors qu'en fait, les études, elles sont balbutiantes en fait, hein. Et on corrige les méthodologies, c'est très inexact en fait, c'est une recherche en cours. Est-ce que ça veut dire qu'il existerait potentiellement des effets négatifs ou neutres, mais qu'on ne les connaît pas? Alors, il y a plein de choses où on a des effets neutres, hein, sur la pratique de la méditation, et bien sûr, on commence, et ça, à mon sens, c'est très heureux, on commence à voir quand même quelques effets négatifs, bien entendu. Il y en a, ils sont assez rares. Le domaine d'études est en train de se développer. Bien entendu, la méditation n'est pas une réponse à tout. D'ailleurs, c'est un entraînement, tout simplement. Euh, et puis, il y a des contre-indications hein, qu'on connaissait déjà. Il y a des points de vigilance, bien entendu, avec certains états psychiques. La pratique de la méditation ne va pas être recommandée. Comme par exemple la dépression? Alors, par exemple, avec des états de stress post-traumatique très récents, non régulés, faut faire attention parce que la méditation, c'est une pratique d'exposition. En fait, on est très exposé à ce qui se passe en soi, donc possiblement à plein d'images mentales, plein de souvenirs, plein de traumas. Donc, faut faire attention. Ça demande beaucoup de vigilance, de voir à quel moment, pour quelqu'un qui va être touché par un stress post-traumatique, c'est pertinent ou pas de pratiquer la méditation. Par rapport à la dépression, la méditation ne traite pas la dépression, ça c'est super important de le dire.
Ouais. La dépression, elle va être traitée, si elle est grave, peut-être par des médicaments, bien entendu par des approches de psy. Et puis, par contre, là où elle va aider par rapport au risque de rechute. Qui est Et un donc là, moment, on en a fait, pour la pratiquer. voilà. Et donc, c'est pas dans le trou noir d'une dépression qu'on va pratiquer la méditation. De toute façon, à ce moment-là de la dépression, on n'a pas les ressources pour pratiquer la méditation parce que ça demande une certaine énergie, une certaine implication du sujet. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire soit en aval d'un épisode dépressif qui se réannonce, tu vois, qui se représente, ou en amont ou en aval. Donc, ça peut soutenir, et là-dessus, on a pour le coup des études qui sont très solides sur la réduction des risques de rechute dépressive. En fait, si tu veux, il y a assez peu de contre-indications, c'est plutôt d'avoir une vigilance sur le moment où on va développer ce type d'approche. Et est-ce que tu as un effet négatif en tête qui a été, dont tu as pris connaissance et qui a été étudié ou... Non, c'est encore trop balbutiant. Si tu veux, on refait ça dans un an. Et je pourrais t'en parler, je pense, plus. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que voilà, ça amène résolument des points de vigilance. Et ça montre aussi qu'il faut quand même être accompagné. À certains moments, c'est juste, et on est dans une disposition qui permet de méditer beaucoup, peut-être d'aller très loin dans l'exploration. Et parfois, il faut aussi savoir s'arrêter, parfois savoir aller chercher de l'aide humaine, de l'aide auprès des autres, peut-être de l'aide professionnelle. Euh, donc, voilà. Mm. C'est sûr que la méditation n'est pas la solution à tout. Enfin, je veux dire, Mais non, bien sûr que non. et que C'est une c'est un c'est outil. une composante. C'est une composante qui est, à mon sens, fondamentale. Mais on ne peut pas mettre la méditation comme elle est présentée parfois, comme une espèce Voilà, comme une de solution miracle. Je suis d'accord. voilà. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, je te posais des petites questions qui venaient un petit peu dépoussiérer des croyances de ah je dois bien Mm. méditer et ah, est-ce que c'est parce que si je suis pas assis que j'ai les yeux ouverts ça va être différent. Une espèce de Mm. conditionnement finalement. Surtout quand on sait que le conditionnement est hyper important. Finalement, le cycle MBSR ou d'autres cycles du même, qui pourraient poursuivre les mêmes intentions, c'est vraiment cette intention finalement de déconstruction. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette intention de déconstruire beaucoup de croyances autour de la pratique de la méditation pour essayer de se rapprocher du sujet, puis de poser une pratique juste, parce que c'est vrai que ça demande quand même une certaine technicité. Euh, euh, de savoir comment installer le corps, comment rentrer en relation forcément avec des inconforts corporels. Euh, euh, et puis ça demande quand même des apprentissages autour de ces notions de tout ce qui va concerner le champ intentionnel, le champ perceptif. Donc bien sûr qu'un apprentissage valide est nécessaire. Et tout à l'heure justement, tu parlais de différentes émotions. Comment la méditation, elle aide finalement aussi à cette meilleure gestion des émotions? Parce que on est vite envahi par certaines émotions. Alors bien sûr, on va plus facilement parler des émotions dites négatives, et je dis bien dites négatives, Ouais, merci. comme la peur, l'angoisse, Mm. et que c'est souvent ces émotions-là en fait qui amènent à soit la méditation, soit au yoga, soit C'est au vrai. sport, tu vois? Ouais, Parce que carrément. justement, elles sont très envahissantes, elles prennent beaucoup de place. Donc justement, comment est-ce que la méditation aide à une meilleure gestion des émotions? Mm. J'ai envie de répondre par une expérience personnelle parce que parfois c'est peut-être plus parlant. Moi, je suis quand même assez souvent concernée par l'émotion du stress. Donc, par exemple, avant certains événements, avant une prise de parole, ou tout un ensemble d'événements. Et en fait, quand je me pose, quand je m'assois pour méditer dans ces moments-là, euh, forcément, je vais ressentir aussi les effets physiologiques du stress. Par exemple, je vais avoir une boule au niveau du plexus solaire, une tension dans la gorge, tu vois. Et la première réaction que j'ai et qu'on a de manière générale, c'est une réaction de rejet. De rejet, c'est-à-dire ah non, 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 pas ça. J'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de vivre du stress ou j'ai pas envie de vivre telle émotion.
qu'il s'agisse de tristesse, qu'il s'agisse de jalousie, qu'il s'agisse de peur, bien entendu, et tout le panel émotionnel. Et donc la première réaction, ça va être plutôt une réaction aversive, ou une espèce de réaction de fuite, de voir, tiens, comment je peux éviter cet inconfort-là. Et en fait, la pratique de la méditation, elle nous propose quelque chose d'assez surprenant, c'est que elle nous propose plutôt que de fuir, d'aller au contact. Et donc je reviens à mon exemple, quand je suis concernée par une émotion de stress et que je m'assois pour méditer, ma première réaction c'est « oh non, pas ça ». Et puis la deuxième réaction, ça va être de me dire « oh ». En fait, ça va être de reconnaître, juste reconnaître que je suis traversée par une émotion. Ça peut paraître évident de le dire, mais au moment où il y a ce mouvement de reconnaissance, de dire « oh, waouh », tout de suite je suis un être humain traversé par du stress. Déjà, le fait d'offrir de la reconnaissance à l'émotion, il y a déjà un effet apaisant. Et c'est offrir une reconnaissance et aussi d'offrir une forme d'acceptation. C'est-à-dire, reprenons cet exemple, au moment où je vois qu'il y a du stress, plutôt que de dire « ah mon stress, dégage, t'as pas le droit d'être là, ça craint », de lui dire « hey, ok, il y a du stress, ben welcome home ». C'est ok que tu fasses partie de mon expérience du moment, et plutôt que de le rejeter, je vais faire corps. C'est-à-dire que dans mon expérience méditative, je vais laisser de la place pour que le stress soit là. Je ne vais pas lui mettre la pression, je ne vais pas lui dire dégage. Ça va être un mouvement inclusif, de dire ok, c'est ok, on va s'asseoir ensemble. Et à partir du moment où autour de ma colère, autour de mon stress, autour de ma tristesse, autour de ma peur, je vais offrir une zone d'accueil. En fait, très, très naturellement, il y a quelque chose qui se dénoue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de stress, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tristesse. Encore une fois, c'est la méditation, elle ne va pas enlever certaines souffrances incontournables d'une existence, mais ça va réouvrir de l'espace, ça va remettre de l'espace autour de l'émotion. Et il y a quelque chose même qui parfois se dissout. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente très régulièrement dans la pratique de la méditation, c'est cette danse entre l'opposition et l'acceptation. Je m'oppose et je vois ce qui se passe dans mon corps et mon psychisme quand je m'oppose, et qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre les bras au fait de ressentir ce que je ressens. Et en fait, c'est là où c'est bienfaisant. On n'a pas parlé de respiration encore. Quelle est la place de la respiration dans la méditation ? Je dirais qu'elle est très variable en fonction de comment on regarde le sujet, parce que dans les traditions bouddhistes, par exemple, la place de la respiration, elle est pas la même d'une tradition à une autre. Il y a certaines traditions où, par exemple, dans le zen, certains mouvements où la respiration est très centrale, ça va être la méditation principale, ça va être de méditer sur le souffle. Et je pense qu'on peut faire toute une vie sans aucun problème en ayant juste cette pratique attentionnelle autour de la respiration. Et puis après, il va y avoir d'autres approches où la respiration est moins centrale. En fait, ce qui est important de dire, c'est que méditer sur la respiration, c'est un support, on va dire, primaire. C'est l'endroit où on va déposer notre attention. Mais il ne s'agit pas de se concentrer sur la respiration. C'est plutôt, ça va être notre ancrage pour venir étudier l'esprit. Il ne s'agit pas de se concentrer sur le souffle, c'est une aide, c'est un support, mais on va venir explorer la globalité de notre expérience. Donc, si tu veux, je ne sais pas comment dire, c'est à la fois central et périphérique. Et après, la respiration, c'est un support évidemment qui est fondamental parce que c'est probablement le mouvement le plus subtil à l'intérieur du corps, d'ailleurs qui est très impalpable, qui est très invisible. Et en même temps, c'est le lien le plus profond autour de l'élan vital, c'est ça qui nous maintient en vie. Et c'est aussi le lien le plus subtil entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que la respiration, elle circule dans nous, en nous, elle vient irriguer chacune de nos cellules. Et en même temps, la respiration, c'est le sens de l'air, c'est le sens de l'espace qui nous entoure. Donc, c'est
l'interaction et l'interdépendance constante entre ce qu'on appelle une dimension intérieure et extérieure. Et c'est comme ce point de couture constant entre ce grand tissu du réel auquel on appartient. Et donc c'est en ça que la respiration est quand même un sujet central, et puis aussi un moyen d'accès à ce qu'on appelle l'instant présent. C'est aussi une manière de se fondre dans le temps, dans un rapport au temps qui n'est plus composé par ce qu'on appelle le passé et le futur, et qui est une espèce de pénétration de cet instant-là. Revenir à l'instant présent. Mm. Tout à l'heure, tu parlais de souffrance et de douleur. Enfin, tu mentionnais ces deux mots. Quelle est la différence, en fait, entre ces deux mots, entre la douleur et la souffrance? Ouais, on en a déjà parlé sans le nommer de cette façon-là. Je peux en dire quelques mots. Je crois que plus que des mots comme ça intellectuels, c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Mais là, c'est un champ où effectivement John Kabat-Zinn différencie la souffrance et la douleur. La douleur, c'est quelque chose qui est euh, inévitable. Par exemple, au cours d'une existence, on va rencontrer la douleur physique. Je sais pas, par exemple, je me suis fait mal au genou, c'est physiologique, c'est indiscutable, il y a une douleur. Après, la souffrance, c'est tout ce qui va venir se rajouter à la douleur. C'est-à-dire, c'est tout le discours du type pourquoi j'ai mal, pourquoi aujourd'hui, pourquoi moi, pourquoi encore cette emmerde-là, comme si ça suffisait pas, tu vois. Donc ça va être tout le discours qui va venir se rajouter à la douleur. Et c'est pareil avec les souffrances, les douleurs psychiques. Par exemple, je suis triste. Ça, c'est la douleur, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, oui, forcément, on va connaître cette émotion de la tristesse, qui a parfois des raisons d'être tout à fait légitimes. Et la souffrance, ça va être tout ce qui va venir se rajouter à cette tristesse. Ça va être par exemple le jugement que je vais avoir sur ma tristesse en me disant « Oh là là, mais quand est-ce que je vais en sortir mais je devrais pas être triste », ou des normes sociales qui disent je sais pas, j'ai le droit d'être triste 3 jours, mais pas plus, tu vois. Et donc c'est tout ce qui va c'est tout le discours, tous les concepts, la narration qui vient se rajouter à la douleur. Et donc autant la douleur, on va pas vraiment pouvoir la supprimer. Parfois on va pouvoir l'amoindrir, par exemple sur une douleur, parfois il y a des traitements, il y a des choses qui vont nous aider. Mais en tous les cas, la douleur, c'est une composante de l'existence sur laquelle on a très partiellement la main. Donc, je dirais que la méditation, elle nous permet de voir qu'on a davantage la main sur la part de souffrance, tout ce qui vient se greffer, se surajouter. C'est-à-dire que la douleur, souvent on dit, c'est des mots un peu stéréotypés, mais souvent on dit la douleur est inévitable, la souffrance, elle est optionnelle. Puisqu'elle vient de ton mental et de la création, de ce que tu peux rajouter, quoi. Donc, tu as un peu la main dessus. Et par exemple, de la résistance. J'ai une douleur émotionnelle, physique, et par exemple, je ne veux pas l'avoir. Ça, c'est la souffrance. Quel petit guide de pratique tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui souhaitent commencer à pratiquer la méditation? Rien que ça. Wow. Ouais, c'est une question compliquée parce qu'on est dans l'ère des tips. Aujourd'hui, puisqu'on nous écoute, si quelqu'un a envie de commencer à méditer, à découvrir la méditation, entre les applications, les livres, enfin, je veux dire, tout le monde a un avis sur la question. Comment tu te retrouves dans tout ça quand tu as juste envie de te dire, bon, qu'est-ce que c'est? Ouais. Comment je commence? C'est une sacrée question. J'avoue, en fait, à laquelle je ne sais pas très bien répondre, parce que j'observe, en accompagnant des méditants, des méditantes, j'observe avec le temps que les chemins d'accès, ils sont vraiment multiples. Et certaines personnes, voilà, tout d'un coup, ils entendent une émission à la radio, d'autres personnes vont lire un livre, et puis parfois c'est juste une phrase dans un magazine ou dans la bouche d'un ami. En tous les cas, je crois que c'est déjà venir ressentir, de voir, tiens, il y a une aspiration, il y a une aspiration en moi, il y a une curiosité peut-être, des fois c'est une curiosité intellectuelle, parfois c'est une souffrance qui fait venir à la méditation, parfois c'est des questionnements. Après, il y a plein de portes d'entrée, des fois c'est lire un livre, des fois il y a certaines applis, même si c'est pas ce que je préfère sur le long terme, mais il y a certaines applis qui nourrissent, par exemple l'appli Mind,
qui nourrit des belles intentions, qui essaye d'accompagner cette découverte. Et Pourquoi après, c'est je quoi ce que pense que tu préfères? Je les rebondis applis, direct. ouais, 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 tu fais bien. Écoute, à la fois, je trouve ça très intéressant et en même temps, je pense que ça touche à des limites, que ça ne remplace pas un apprentissage au contact, un apprentissage relationnel. Je pense que passer une certaine étape, d'ailleurs, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent au cycle MBSR, par exemple, en disant, ben voilà, j'ai exploré des bouquins ou j'ai exploré des applis, mais là, j'arrive à une limite. Avec cette question que tu posais tout à l'heure, ben, finalement, je ne sais pas très bien si ce que je fais si c'est ça, méditer. J'ai besoin de venir confronter mon expérience euh, à d'autres humains, à des enseignants, entre guillemets, un petit peu plus experts. Et donc, je pense que la meilleure chose, c'est quand même d'apprendre aux côtés d'un enseignant qualifié. Si on est attiré par le bouddhisme, ben, je sais pas, après c'est très personnel, peut-être d'aller voir ce que ça donne dans le zen ou dans différentes traditions, mais je pense que l'apprentissage au contact, il est fondamental. Par rapport aux applis, Mhm. les réserves que tu émets, elles sont plus Mhm. de l'ordre du format que du contenu? Les deux. En fait, je pense que le format, il peut soutenir, ça peut vraiment générer des découvertes, en fait, parce que il y a une accessibilité qui est géniale, quoi, hein. Je me mets sur mon téléphone portable et puis j'ai quelqu'un qui va me guider. Voilà, j'ai quelqu'un qui va me guider une méditation. Après, je pense que ce qui manque dans l'appli, c'est l'interaction post-méditation. Parce que finalement, l'appli, elle donne une expérience à vivre, mais après, ça demande un apprentissage, ça demande de revenir sur ce qui s'est passé pour comprendre, pour mettre aussi un petit peu des mots sur les mécanismes et sur ce qui est rencontré, et comment on va continuer de cette culture, cette cultivation attentionnelle. Et donc, l'appli va offrir la méditation, mais elle ne va pas forcément offrir tous les enseignements corrélés à la méditation et puis aussi tous les retours d'expérience. Ouais, alors ça, c'est vrai Voilà. que si je peux me permettre, tu sais, souvent quand on me dit: «Ah, tu as fait un MBSR, comment ça s'est passé?» et cetera, ou quels souvenirs t'en gardes, ou enfin, me concernant, c'est vraiment les Mmh. retours d'expérience, les partages. Mmh. Moi, j'ai Mmh. découvert à quel point il y avait 1000 et une façons de ressentir la méditation. Mmh. Et c'est en ça que j'ai bon, après je trouve que la relation à l'autre, elle est toujours très nourrissante aussi, donc c'est très Mmh. personnel. Mais voilà, j'ai des phrases clés, en particulier d'une participante qui m'avait vraiment marquée, et c'est vrai que ça, c'est vraiment très intéressant, Mmh. de voir comment chacun, quand Mmh. on se le partage, et alors c'est volontaire, je ne dis pas qui, je ne dis pas ce qu'on a dit parce que ça fait partie Mmh. de notre, de notre deal dans le MBSR, c'est qu'entre nous. Mais c'est vrai que c'est très, très enrichissant de se dire: Mmh. «Ah, c'est bi ah ouais, lui, il l'a ressenti comme ça. Ah, lui, il s'est dit ça», Mmh. et parfois ça fait même écho à des Exactement. choses qu'on n'arrivait pas à formuler, mais qui résonnent. Exactement. C'est pour ça que l'apprentissage au contact, enfin, au contact d'autres êtres humains, d'enseignants qui sont, bah, je dirais, des experts chercheurs. C'est en fait, on est expert et puis en même temps on ne l'est pas parce que c'est un apprentissage constant. Mais je pense que cet apprentissage au contact, si j'avais finalement un conseil à donner, comme tu demandais tout à l'heure, c'est vraiment de faire, d'apprendre au contact direct d'enseignants et d'autres apprenants. Je peux vous dire que si vous souhaitez effectivement commencer à méditer et faire un cycle MBSR avec Swazik, allez-y les yeux fermés, vous en avez pour 8 semaines, votre petit rendez-vous du mardi soir, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais Souvent. Ouais. le rendez-vous du mardi soir dans l'agenda avec les copains de la méditation, sans téléphone, c'est super. Ouais. Alors, on va terminer sur ton livre. Tu as écrit un Mmh. livre qui s'appelle Méditer à travers l'art, Mmh. 100 œuvres pour faire l'expérience de la pleine conscience, qui est paru chez Mmh. Albin Michel. Et Mmh. donc, ce livre est vraiment destiné à tous. Et c'est une approche qui est plutôt contemplative de la méditation. Et ben, écoute, est-ce que tu peux nous parler de ce beau projet et puis ton rapport à l'art, parce que tu as choisi cet angle-là? Voilà, je suis toute oui. Ouais, merci, merci Rine. Bah écoute, c'est un projet, qui me tient très à cœur, ce livre, le travail autour de ce livre. Bah, on disait tout à l'heure quand même que bah, la méditation, c'est un art en tant que tel en fait. C'est un art de vivre, c'est un art d'être, c'est un art de prendre soin.
Et, et en certains endroits, en plein d'endroits même, finalement, le domaine artistique et puis le champ méditatif se recoupent. Et donc, j'avais envie de faire se rejoindre ces deux domaines qui parlent de l'expérience sensible et de voir de quelle façon l'art peut nous aider à méditer et de quelle façon la méditation peut devenir un art. Donc, c'est faire se recouper ces deux domaines, sachant que j'ai rien inventé dans le sens où les domaines artistiques, qu'il s'agisse de poésie, de peinture, de calligraphie, de chant, l'art a toujours été le vecteur privilégié d'expression de la méditation, de l'expérience sensible. Donc j'avais envie de relier ces deux domaines qui pour moi n'en sont qu'un. Voilà, tout simplement. Ça reste quand même un sacré challenge. Comment tu as procédé? Comment tu as choisi les œuvres d'art, par exemple, dans ton livre et les sujets méditatifs? Ouais, ben en fait, ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire que souvent je voyais des images, soit en allant dans des musées, soit en faisant des recherches, des découvertes. Et de temps en temps, il y a une image qui tout d'un coup me percute, je dirais, de façon assez spontanée, instinctive, même assez émotionnelle. Et du coup, depuis la sortie de retraite de 3 ans, j'archivais des images, mais il n'y avait pas d'intentionnalité. C'est juste que ces images, elles me touchaient pour une raison ou une autre. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, ces images, elles avaient un fil rouge que j'avais pas vu directement, et que ce fil rouge, c'était de parler de la conscience, en fait, et de ce cheminement méditatif. Et il y a un jour où, en fait, toutes ces images collectées, un peu comme une archiviste, en fait, elles ont pris forme, un peu comme si elles se mettaient à raconter une histoire, à raconter un cheminement. Et donc les mots ont été seconds. Il y a eu d'abord les images, et après de reprendre les images en me disant, mais en fait, tiens, pourquoi j'ai gardé celle-là? Pourquoi cette image me touche? Et donc, au fur et à mesure, j'ai mis des mots, et donc ça a donné forme à une espèce de musée imaginaire de l'approche méditative. C'est une jolie histoire. Ouais. Et aussi parce que c'est très difficile de représenter cet invisible, en fait. Quand on médite, il se passe plein de choses. Et par définition, c'est irreprésentable, invisible, et même d'une certaine façon assez indicible. Et du coup, je me suis posé cette question, de me dire, mais tiens, en fait, si moi j'avais envie de représenter la méditation, sachant que j'aime pas trop le corpus qui est proposé sur Internet, avec un côté très bien-être, très spa, santé, vitalité, bien-être, béatitude et femmes en petite tenue devant le coucher de soleil, ou alors moine, chakra, et en fait, je ne me retrouvais pas dans toutes ces propositions. Et donc, il y a eu aussi cette envie de raconter, de presque offrir un petit peu une narration visuelle à cette expérience intérieure. Et finalement, le domaine artistique parle que de ça. Une toile de Rothko, par exemple, bah ouais, on est face à une abstraction, ça parle de quoi d'autre que de notre relation au monde, de notre relation au sensible. Donc, finalement, il y a comme une évidence de relier ces deux domaines qui sont pas séparés. Ouais. Bah, merci pour cette nouvelle proposition, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'images qui sont récurrentes et totalement associées et à la méditation. Et je pense qu'il y a aussi du coup beaucoup de personnes, comme tu le dis, qui, comme toi, qui ne s'y reconnaissent pas et qui du coup ne l'explorent pas. Comme la première impression comme ça ne te donne pas envie, tu ne te reconnais pas, tu n'y vas pas. Donc, bien sûr. Donc ouais. c'est super d'avoir une nouvelle proposition artistique. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Vraiment, c'était très agréable de converser avec toi. Je te remercie vraiment beaucoup pour tous ces partages, de ton expérience, de ta pratique. Voilà, merci. Vraiment merci. Un grand merci à toi, Rime. T'as vu, le marteau-piqueur s'est un peu calmé, non? Complètement, je me suis dit, mais tu sais que j'aurais parié qu'il allait s'arrêter en même temps que nous. C'est pour ça que j'ai renoncé au bout d'un moment. Bon. Peut-être que c'est l'occasion de dire que la méditation parle beaucoup de la relation à l'impermanence. Et voilà. Tout change tout le temps. Donc, c'est maintenant qu'on réenregistre le podcast. Non, je rigole. Grand merci à toi. Merci à toi.
À bientôt, Rémi. À bientôt!